les expériences d'autres pays qui ont traversé des conflits et qui ont réussi ou sont probablement en train de réussir ce pari de développer une offre touristique. J'ai essayé de repérer 3 typologies de destinations. Première typologie que j'ai appelée des destinations en renaissance, qui sont des destinations où il y avait un mouvement touristique avant que ce conflit ait lieu, qui ont souffert des répercussions de conflits qui a eu lieu, et donc après qui ont quand même réussi à se développer très rapidement. Et l'exemple le plus percutant là-dedans, c'est le cas de la Croatie. La deuxième typologie, c'est les destinations que j'ai appelées en émergence. Donc ce sont des destinations où il n'y avait pratiquement pas de tourisme avant, mais qui quand même, après leur développement, ont réussi... après la fin du conflit, ont réussi à se développer. Et finalement, les destinations qui démarrent à peine, qui pour l'instant travaillent plus sur la reconstruction de l'image, mais où le nombre de touristes n'est pas très percutant pour l'instant. Aborder le tourisme post-conflit, c'est le tourisme avec sa frilosité comme secteur économique, est touché, disons, doublement par les problèmes de conflit, que ce soit interne ou transfrontalier. C'est que d'un côté, on souffre de toute la conjoncture dont souffrent les autres secteurs économiques, que ce soit la destruction, que ce soit la perte du capital humain ou autre. Et à côté de ça, il y a l'image du pays qui est ternie par la guerre et qui est donc l'un des aspects les plus difficiles à reconstruire après, parce que ça nécessite beaucoup de temps en général. Je vais mettre quand même le focus essentiellement sur le cas de la Croatie, parce que c'est un exemple assez intéressant à voir, même si c'est pas très commun, c'est un cas unique. Je vais essayer de m'intéresser à voir qu'est-ce qu'on a réussi à redévelopper comme tourisme, où est-ce qu'on en est par rapport à la reconstruction en général du pays, et puis voir un peu les limites de tous ces développements qui ont eu lieu. La Croatie a une particularité par rapport à son histoire. C'est une destination donc qui était assez prisée auparavant, à partir des années 70 et tout au long des années 80 sous le régime yougoslave à l'époque. La Croatie a constitué essentiellement la destination la plus fréquentée en Yougoslavie. Et donc, suite à la dissolution de la Yougoslavie et de la guerre qui a eu lieu, la Croatie a pratiquement récupéré toute la côte. Donc ça a constitué un fer de lance essentiel pour le tourisme. À côté de ça, la Croatie aussi a pu être aussi un centre de tourisme culturel, en plus de ce tourisme balnéaire. Et donc, on dit vraiment que la Croatie, c'est un exemple unique au monde, parce que même quand le conflit était en cours, il y avait quand même des touristes internationaux. Et ceci s'explique simplement par la géographie du conflit qui a eu lieu. Les zones côtières et surtout l'Istrie ont été pratiquement épargnées. Et donc, c'est ces zones-là qui ont continué à être fréquentées pendant le conflit. Donc, à côté du tourisme balnéaire, on a également un tourisme culturel. La ville de Dubrovnik, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'une des villes les plus attractives en termes de tourisme culturel. Et dans ce sens, il est intéressant de vraiment voir ce qui a été fait dans cette ville par rapport à la reconstruction. Pour parler un peu des limites de ce modèle croate, on arrive actuellement à une situation presque de saturation du côté du balnéaire,
parce que d'un côté, on commence à avoir des problèmes de pollution dans certaines zones balnéaires qui sont liées à la fréquentation touristique très élevée, aussi aux offres de croisière. Et puis à côté de ça, aussi dans les îles littorales, on commence aussi à faire face à des problèmes de manque de ressources énergétiques et aussi surtout de ressources d'eau potable. Pour remédier à ça, la Croatie actuellement est en train de développer d'autres offres pour essayer d'attirer les touristes vers l'intérieur du pays, donc à viser sur le tourisme culturel par exemple à Zagreb, mais aussi à travailler sur le tourisme plus naturel, tourisme de plein air, etc. Donc qui pourrait être une débouchée pour les années à venir pour essayer de retirer un peu la concentration touristique de cette zone côtière qui commence à être saturée. Pour passer à l'autre typologie des destinations, je vais évoquer le cas du Cambodge. Alors, le Cambodge est un pays qui a subi une longue période d'instabilité dans les années 70, qui s'est terminée, comme vous le savez, par l'époque des Khmers rouges qui ont pris le pouvoir et donc qui ont instauré un système, un régime ultra violent, l'un des plus violents peut-être dans l'histoire récente de cette zone, et donc qui a causé des dégâts énormes au pays. Avec l'intervention vietnamienne, ce régime a été chassé, mais l'instabilité a perduré dans le pays jusqu'à 90-91, où là, l'accord de paix a été vraiment bouclé et on a pu assister à une ouverture du pays et à une vraie stabilité qui s'installe. Et bien sûr, le site emblématique qui attire le plus d'attention dans ce pays, c'est Angkor. C'est la ville impériale de la civilisation khmer. Angkor est un site paradoxal parce que c'est un site de patrimoine qui a été plutôt bien conservé, malgré toute la conjoncture autour de ce site. D'un côté, c'est un site qui est situé en pleine zone forestière, donc la couverture de plantes pouvait dégrader le site et l'a beaucoup dégradé. Et puis, par la conjoncture politique, parce que les Khmers rouges ont considéré que ce site-là était le berceau de la civilisation khmer. Et donc, ils en ont fait leur site emblématique. Et donc, quand ils ont été chassés du pouvoir, ils se sont retranchés sur ce site-là. Donc, encore, jusqu'à maintenant, il y a des problèmes de mines personnelles qui ont été plantées par les Khmers rouges et dont il n'y a aucun plan. Et donc, il y a un grand travail de déminage qui a eu lieu pour pouvoir remettre ce site en tourisme. Et donc, le focus international qui a eu lieu sur Angkor, à partir de 91-92, avec le soutien de l'UNESCO, qui a déployé quand même des efforts considérables, plusieurs pays ont participé également, a permis de reconstruire ce site, de le remettre en tourisme et d'attirer un grand nombre de touristes. Alors, à côté du tourisme, de tourisme culturel, une autre attraction qui est tristement célèbre dans le cas du Cambodge, ce sont les deux sites très convoités du côté de Phnom Penh, de la capitale, qui sont le S21, donc un des centres de détention des Khmers rouges, et puis le camp de la mort, qui est pareil situé à proximité de la ville. Sur ce site-là, ils ont choisi de vraiment laisser ces sites tels quels, dans le cas de S21, de ce centre de détention. Et puis, quand il s'agissait là des camps de la mort, où les gens étaient ramenés des centres de détention pour être exécutés sur place et puis enterrés, ils
il y a eu un travail de fouille qui a permis de déterrer jusqu'à 8900 ou près de 9000 crânes qui n'ont pas été identifiés pour la plupart et donc qui sont tous massés dans un mausolée au milieu de ce site. Et donc là, qui ouvre un tourisme très, très sombre, très macabre, et qui quand même attire beaucoup de touristes, que ce soit locaux ou internationaux. Ces sites-là, d'un côté, attirent des touristes, mais d'un autre côté, au niveau national, certainement, a permis une certaine sorte de recueillement et de deuil pour la population locale pour essayer de surmonter les effets de la guerre. Pour les sites de tourisme macabre, qui sont les sites de camps de mort ou autres, on se retrouve parfois confronté à des problèmes d'éthique. Est-ce que ces sites-là ne seraient pas en train d'ouvrir un peu de voyeurisme, si j'ose utiliser l'expression? Pour terminer, la Syrie dans tout ça, c'est, j'oserais dire, un cas médian. C'est un pays où il y avait un peu de tourisme avant, mais qui n'était pas ultra développé. Et d'un autre côté, c'était un pays avec une diversification, avec une offre assez diverse, même si le tourisme culturel était quand même le plus intéressant. Et donc, s'il y a des points à retenir de tout ça, ça serait d'essayer, une fois le conflit terminé bien sûr, de travailler sur une certaine diversification de l'offre pour essayer de ne pas miser sur une seule forme de tourisme qui créerait une concentration de masse de touristes sur certains sites et donc qui pourrait entraîner des effets négatifs au long terme où là on perdrait l'attractivité de ces sites. Par rapport au patrimoine de guerre, et là c'est un cas c'est une question qui est centrale, comment le traiter, et donc aussi essayer de trouver un certain équilibre entre la mise en valeur vraiment d'un patrimoine de guerre dans un souci interne de réconciliation de la population et puis de deuil de toutes les souffrances qui ont eu lieu, et puis d'un autre côté d'éviter de faire en sorte que ce patrimoine de guerre soit vraiment le dominant qui puisse ternir à long terme l'image encore de la destination et donc éclipser les autres possibilités de tourisme qui existent déjà dans le pays.